suis chargé de vous restituer les travaux que nous avons eus dans l'atelier 1. Le premier atelier, c'était fonder le vivre ensemble au sein des sociétés autour de valeurs et principes partagés. Et d'emblée, nous avons eu une discussion, j'allais dire presque intellectuelle, au sens étymologique du terme, puisque une participante nous a dit, mais vivre ensemble, pourquoi vous mettez les guillemets à vivre ensemble? Alors la discussion s'est engagée, je dis je ne suis pas le rédacteur des différents ateliers, mais on peut peut-être tenter une explication. La première explication qui nous est venue à l'idée, c'est que si on mettait les guillemets, c'était que la terminologie était peut-être impropre. On sait ce que signifie la vie ensemble, le vivre ensemble, quand on utilise un infinitif comme substantif, c'est pas très propre. Et connaissant le côté puriste des gens de l'ARGA, sans doute ça peut être une explication pour laquelle ils ont mis les guillemets. L'autre explication qui nous est venue à l'idée, c'est qu'on n'a pas inventé ce concept de vivre ensemble. Et tout de suite, alors puisque la philosophie de l'Alliance, c'est enracinement et enrichissement, nous sommes allés, quand il le fallait, convoquer des auteurs, même occidentaux, pour éclairer nos travaux. Et alors nous avons convoqué Ernest Renan et sa merveilleuse brochure « Qu'est-ce qu'une nation ?» Et il définit la nation comme étant le commun vouloir de vivre ensemble. Et alors, mon doyen, M. Ba, m'a dit, ma référence intellectuelle, c'est pas Renan. D'accord? Au fil de la discussion, 2 heures après, lui-même convoque Fustel de Coulanges pour nous éclairer sur un autre concept. Je dis, mes doyens, sauf votre respect, Coulanges et Renan étaient très amis et ont mené le combat pour le vivre ensemble lorsque l'Alsace-Lorraine était menacée. Donc voilà, la philosophie était celle-là, c'était de convoquer la tradition quand il le fallait, la modernité quand il le fallait, pour essayer d'expliquer les concepts. Et nous sommes arrivés à un consensus, c'est-à-dire, on a fait simple, vivre ensemble, pour nous, c'était cohabiter ensemble. De toute façon, nous sommes obligés de cohabiter ensemble. Parce que nous sommes des parents, parce que nous sommes des voisins, parce que nous sommes dans un monde globalisé. Alors, puisque nous sommes obligés de cohabiter ensemble, cela dépend de nous. On peut le faire de façon conflictuelle, c'est hélas souvent le cas, ou alors il est préférable de le faire de façon harmonieuse. Donc c'était ça l'enjeu de l'affaire. Et puis, il y avait la présence dans notre atelier, alors il n'y avait pas 2 individus qui avaient le même profil. C'était absolument fascinant de diversité, de profils et d'enjeux. Et parmi les participants, un Burundais. Et ça nous a fait revenir sur le génocide au Rwanda. On a évoqué le cas malien. Une participante ivoirienne nous a dit n'allez pas chercher très loin. La Côte d'Ivoire, c'était encore hier. Donc on mesurait l'enjeu du vivre ensemble. C'est-à-dire, si on ne se met pas d'accord autour de valeurs et principes partagés, l'actualité nous rappelle constamment qu'il faut essayer de vivre de façon harmonieuse, autrement on vivra de façon conflictuelle, parce que de toute façon, nous sommes obligés de cohabiter. Après ces définitions, l'autre question qui nous a beaucoup retenus, c'était maintenant qu'il faut vivre ensemble, comment vivre ensemble de façon harmonieuse? Soyons concrets, on est d'accord philosophiquement sur le fait que nous sommes des voisins, nous sommes des parents, nous sommes obligés de vivre ensemble de façon harmonieuse, mais comment allons-nous faire? Et tout de suite, les débats des participants se sont portés sur l'idée qu'il fallait d'abord respecter les différences. Il fallait accepter l'altérité. Il fallait concevoir l'autre comme soi-même. Et ça, les gens ont énormément insisté sur l'idée de tolérance et d'acceptation de la diversité. Parce que nos différences sont des atouts, en réalité. Il n'est pas question dans la mondialisation de tout niveler. Il faut respecter les identités propres de chacun, mais au-delà des identités propres de chacun, il y a ce qui nous rend irréductiblement humains. C'est ça la notion de dignité humaine. Quelle que soit ma culture, quelle que soit ma religion, quelle que soit ma profession, quelles que soient mes convictions, il y a quelque chose qui me rend irréductiblement humain. Et c'est ça qui permet de cohabiter harmonieusement une fois qu'on a respecté l'altérité de l'autre. Et puis nous sommes ici au Cap-Vert et son Excellence le Président de la République lors de la journée d'ouverture nous a retracé l'historique du Cap-Vert. C'est-à-dire nous a montré comment par une diversité on pouvait ordonner le multiple et arriver à une unité et devenir un exemple démocratique. Donc le défi, c'est maintenant d'ordonner le multiple pour que ça ne soit pas le chaos, pour que ça ne soit pas l'anarchie. Il faut ordonner le pluralisme sans nier les différences en préservant les identités propres de chaque communauté. Comment est-ce possible?
C'est très beau, mais comment est-ce possible? Parce que l'atelier avait aussi une vocation, non pas seulement de philosopher intellectuellement, mais de dégager des stratégies. La première stratégie que les participants ont dégagée, ils ont dit d'abord, il ne faut exclure personne. Il faut avoir une démarche inclusive. C'est-à-dire, une fois que nous allons dégager peut-être les principes que nous pensons que tout le monde peut partager, il faut que les citoyens se l'approprient, les populations se l'approprient et deviennent des acteurs majeurs du processus de décision. Il faut reconnecter le sommet et la base. Parce que si les gens ont autant de défiance vis-à-vis des lois, vis-à-vis des règlements, vis-à-vis des constitutions, c'est que c'est fomenté dans des bureaux, dans des locaux, desquels ils sont totalement exclus. Donc, inclure les populations parce que ce sont les premiers destinataires des lois et règlements. Bref, on a dit qu'il faut refonder la citoyenneté. Et là, un débat intellectuel très passionnant sur ce qu'est la citoyenneté. Et nous sommes arrivés à un consensus minimal en faisant appel à l'étymologie de la notion de citoyenneté. Citoyenneté vient de civitas, qui veut dire avoir droit de citer. Ce qui implique non seulement être sujet de droit, mais aussi être acteur de droit. Être citoyen, ce n'est pas être passif, c'est participer aussi à la chose. Et il nous paraît qu'on ne peut pas faire le vivre ensemble si les populations ne sont pas incluses, si les populations ne se sentent pas citoyens, c'est-à-dire à la fois acteurs sujets et à la fois acteurs proactifs. Comment refonder la citoyenneté pour permettre au vivre ensemble? On a fait un constat très simple. L'élaboration des décisions exclut une majeure partie des populations. Ça, c'est un point. Les langues officielles sont rédigées dans un jargon incompréhensible pour la majeure partie de la population. Voilà un débat qui a été, mais pour le passionné, l'histoire des langues locales et des langues nationales. On a dit, mais comment voulez-vous que les populations s'approprient des règles qui sont rédigées dans des langues et dans des concepts qu'ils ne comprennent pas? Donc, évidemment, il faut la promotion des langues locales et des langues nationales. Traduire tout et s'exprimer dans ces langues. Et à l'horizon 2060, puisque c'est la vision de l'Alliance, faire en sorte que ces langues-là comptent aussi sur la scène internationale. La passion aidant, il y a eu des dérapages de langage. On a parlé du portugais, de l'anglais et du français comme étant la langue du blanc. Une capverdienne s'est insurgée. Elle dit, mais non, le portugais n'est pas la langue du blanc, c'est aussi ma langue. Je dis, madame, vous avez parfaitement raison, le français n'est pas la langue du blanc, c'est aussi ma langue. Donc, nous avons abouti au consensus suivant. Évidemment, pour être réaliste, il faut parler dans la langue que les populations comprennent, mais en même temps, des langues initialement occidentales sont aussi devenues nôtres et font partie de notre patrimoine. Sans le portugais, sans le français, sans l'anglais, cette conférence n'aurait pu se tenir. Et c'est ce qui nous permet de nous ouvrir au monde. Donc, dans l'horizon 2060, bien sûr, la promotion des langues africaines pour qu'elles comptent sur la scène internationale, mais en conservant aussi cet enrichissement qui est venu s'imposer à nous au début, mais qui est devenu aussi notre patrimoine, parce que le français est autant ma langue que le wolof et le pulaar. Donc nous avons abouti à un consensus après un débat très passionné sur les langues pour refonder la citoyenneté. Et puis on a dit qu'il y avait un fossé énorme entre les dynamiques du haut et du bas. Et là on a dit que les sociétés civiles avaient un rôle majeur dans le cadre des recommandations, c'est-à-dire qu'il faut co-construire, il faut coproduire, il faut produire avec les bases. C'est-à-dire, il n'est pas question de venir parachuter des règles comme ça, il faut échanger, par exemple, en disant de façon très concrète, nous avons fait une conférence sur les valeurs et les principes partagés pour le vivre ensemble harmonieux. D'après vous, monsieur le chef de village, d'après vous les notables, d'après vous, membres des communautés villageoises, quelles sont les valeurs africaines que vous identifiez? Ah, nous on en a identifié un certain nombre. Est-ce que vous les partagez? Ce faisant, ils se l'approprient. Et ce faisant, on peut faire pression au niveau des pouvoirs publics pour que, lorsque les législations nationales n'insistent pas sur ces valeurs, les obliger à les insérer et faire en sorte que, puisque ce sont des règles venues de la base, que les citoyens soient les sentinelles elles-mêmes de ces principes qui permettent une cohabitation harmonieuse. Et pour tout cela, les participants ont beaucoup insisté sur le rôle crucial de l'éducation. On ne fera pas de bons citoyens si on n'insiste pas sur l'éducation. L'éducation scolaire, l'éducation familiale, l'éducation civique, l'éducation sociale.
Et là aussi, la société civile a un rôle énorme à jouer. Il ne faut pas tout attendre des États, on a vu leurs limites. Il appartient de se mobiliser en parallèle avec ce qui existe au niveau étatique pour inculquer des valeurs citoyennes sans lesquelles le vivre ensemble n'est pas possible dans nos sociétés. Et alors, tout ce vivre ensemble n'est pas possible sans principes et valeurs partagées. Et les participants ont souligné le mot « partager ». Ils ont dit, mais qu'est-ce que des valeurs partagées? Ils ont dit, mais pour partager des valeurs, il faut d'abord en avoir connaissance. Ensuite, il faut les accepter. Et puis, il faut participer. C'est ça l'idée de partage, c'est l'idée de construire ensemble et non pas de parachuter du sommet vers la base. Et on s'est dit alors, quelles sont ces valeurs et principes partagés en Afrique pour un vivre ensemble harmonieux? L'atelier s'est voulu méthodique sur ce point en disant comment fallait-il identifier ces valeurs et ces principes. On a dit, mais dans un autre atelier, l'objectif c'est de tirer le meilleur de la tradition et de la modernité. Donc voilà notre stratégie. Pour identifier ces valeurs, on va tirer le meilleur des traditions africaines et de la modernité. Et alors, le résultat de l'exercice a donné ceci. Nous avons dégagé certains principes et valeurs qui nous paraissent fondamentaux. La solidarité. Dans la société africaine, traditionnelle et actuelle, vous demandez si vous demandez à un Français, il va vous dire liberté, égalité, fraternité. Vous demandez à un Africain qui connaît ses origines, il va vous dire d'abord la solidarité. Puisque la solidarité, c'est le lien d'engagement et de dépendance réciproque entre personnes ainsi tenues à l'endroit des autres. Sans solidarité, la vie africaine est absolument impossible. Ceci étant dit, la solidarité ne signifie pas l'assistanat, mais je n'ai pas un temps infini, donc je vais aller à l'essentiel. L'autre principe que les participants ont dégagé, c'est la tolérance. C'est la vertu qui porte à accepter ce que l'on n'aurait pas accepté spontanément. Le respect de l'autre, le respect de ses convictions. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je respecte votre point de vue, puisque c'est votre point de vue, tant que ça ne remet pas en cause le vivre ensemble. Donc solidarité, tolérance, et puis l'idée de justice. J'avais préféré l'idée d'égalité, les participants se sont mis d'accord sur l'idée de justice. Un principe juridique et moral fondamental en vertu duquel les actions humaines doivent être sanctionnées positivement ou négativement en fonction de leur mérite au regard du droit et de la morale. Alors justice, les participants l'ont entendu, au sens de justice sociale, pas de justice judiciaire uniquement. L'égalité des chances, l'égalité homme-femme, l'équité, l'éthique, tout cela rentre dans le principe de justice. Et puis, dernier principe et valeur qui a suscité beaucoup de débats, la responsabilité. Nous sommes arrivés à la conclusion que les acteurs qui sont sur le terrain nous ont dit cette idée-là, ce n'est pas un principe et une valeur partagée aujourd'hui en Afrique. Et on a dit, mais dans ce cas, il faut le coproduire avec les populations. On ne peut pas accéder à une bonne gouvernance si l'idée de responsabilité n'existe pas. Responsabilité à la fois individuelle et collective. La responsabilité, c'est le devoir de répondre de ses actes, tout simplement. Si on n'a pas le devoir de répondre de ces actes, la bonne gouvernance ne peut pas exister. Si les populations n'en ont pas conscience, il faudra peut-être faire ce travail d'information. Une fois qu'on a identifié ces principes et valeurs, on s'est dit comment est-ce qu'on les partage et comment est-ce qu'on les protège. Parce qu'une chose est de dire les valeurs existent, une autre chose est de les partager et de les protéger. Une évidence, on ne peut pas partager avec des concepts exogènes et avec une langue exogène que les populations ne comprennent pas. Donc il faut se mettre dans la peau des populations, parler leur langage et utiliser leurs concepts. La stratégie, c'est de coproduire, de co-construire les valeurs afin de les diffuser et de les protéger. En utilisant les rouages traditionnels, nous avions parmi les participants pressenti chef de canton dans un pays d'Afrique centrale qui nous a expliqué quels sont les rouages de la chefferie traditionnelle dans son pays. Nous avions une dame qui connaissait très bien son pays aussi et les rouages traditionnels. Elle nous a dit on peut utiliser les chefs de village, on peut utiliser les notables. Elle dit attention, dans nos rouages traditionnels, on n'écoute pas les femmes. Donc moi je veux bien qu'on utilise des rouages traditionnels à la condition qu'on tire le meilleur de la modernité aussi et qu'on organise les femmes villageoises et qu'on leur demande aussi leur point de vue. Ça a été absolument adopté sans aucune difficulté. Nous avions un abbé dans
dans notre atelier, un homme d'église qui nous a dit, attention, la chefferie religieuse aussi, et moi qui viens du Sénégal, je sais parfaitement le rôle que jouent à la fois les chefs religieux musulmans et catholiques dans le processus de partage et d'éducation des valeurs. Bref, la stratégie consiste à utiliser les relais traditionnels, les relais religieux, mais aussi les relais modernes des pouvoirs publics existants pour faire en sorte que ces valeurs soient partagées. Ensuite, il faut formaliser ces principes et ces valeurs. Il faut les formaliser. Il y a eu une discussion en atelier, et pourtant c'est une juriste qui a initié cette discussion. Elle est avocate, elle dit, bon, arrêtez avec vos chartes, arrêtez avec vos constitutions, arrêtez avec vos règlements. Parce que si on a les meilleurs textes, et puis on ne les applique pas. On a dit, c'est vrai. Donc il faudra des mécanismes parallèles de la société civile pour veiller à l'application des textes. Mais à l'heure actuelle du fonctionnement des sociétés modernes, on ne peut pas ne pas formaliser. Comment formaliser? C'est-à-dire une fois qu'on sortira avec une déclaration, dans un premier temps on peut faire un code de bonne conduite, ensuite une déclaration, ensuite une charte, ensuite faire un lobbying, le terme n'est pas négatif, n'est pas péjoratif, un lobbying auprès des pouvoirs publics pour que les assemblées nationales intègrent ça dans leur législation pour améliorer ce qui existe déjà dans le cadre de la satisfaction du vivre ensemble. C'est ça qu'on a appelé formaliser la chose. Et puis utiliser la régulation institutionnelle qui est incontournable. Une fois que c'est transformé en disposition juridique, ça devient opposable au pouvoir public. Donc on peut saisir le juge quand c'est pas sanctionné. Et une autre participante nous a amené une expérience très intéressante de régulation non institutionnelle. Elle travaille sur l'Afrique du Sud et sur le Rwanda. Elle dit, il y a eu la commission réconciliation. Et en Afrique du Sud, on mesure le degré de réconciliation nationale pour éviter qu'il y ait de nouveau des tensions raciales et qu'on retombe dans l'apartheid. Et on a un échantillon de population, on a un questionnaire qu'on leur soumet et il y a des seuils d'alerte au-delà desquels on considère que l'harmonie, le vivre ensemble est menacé. Et la même expérience est menée au Rwanda. Et donc nous avons adopté la recommandation selon laquelle on pourrait, dans des pays où on sent des foyers de tension, au lieu d'attendre que les conflits n'éclatent, de faire des sondages avec des grilles très précises pour savoir quels sont les seuils d'alerte lorsque ces principes sont menacés, lorsque la paix est menacée, au lieu de jouer aux pompiers et n'intervenir qu'une fois le feu déclenché. Ça m'a paru très intéressant comme mode de régulation non institutionnelle. Bref, vous l'aurez compris, l'objectif de tous ces ateliers était de conduire à une bonne gouvernance, à la démocratie, à l'état de droit, au respect des droits de l'homme. Mais tout ceci n'est possible, tout ceci n'a comme objectif que de conduire au mieux-être à la fois individuel au collectif, au vivre ensemble autour de valeurs et principes partagés au sein des sociétés. Nous sommes ici au Cap-Vert, il suffit de se promener dans la rue pour voir la diversité à l'œil nu. Ils ont réussi à en faire une unité et donner l'exemple de ce que peut être un vivre ensemble harmonieux. Pour ma part, j'ai été ravi de modérer dans mon atelier et je pense avoir restitué fidèlement le travail de nos participants. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.